Bon, merci à tous d'être restés jusque maintenant. Donc c'est la session belge et on a décidé de faire le plus court possible parce que les Diables Rouges jouent ce soir. Donc on n'a pas envie de rater ça. Donc moi je vais vous présenter l'état de ma recherche doctorale et ensuite j'arrive à enchaîner sur une partie au fait d'une recherche qu'on a fait en commun et qui parle en partie de ma recherche. Donc lui va parler plutôt de l'organisation des collections musicales. Alors, donc, moi, mon sujet, c'est donc sur l'écoute musicale mobile. Juste pour être clair, quand je parle d'écoute musicale mobile, je parle d'écoute la plus, un peu comme vous l'imaginez, donc l'écoute individuelle avec des écouteurs ou un casque, un appareil portable. Et donc, je ne m'intéresse pas ici à une écoute collective qui se ferait à partir d'un appareil portable ou une écoute avec des haut-parleurs à partir d'un smartphone, par exemple, et pas non plus de podcast, donc uniquement l'écoute de musique. Donc je vais aller très rapidement sur certains points puisque la plupart d'entre vous sont assez au courant de ce dont je vais parler. Pour aller vite au niveau des changements techniques qui sont apparus à partir du Walkman. Le Walkman était la première fois où on pouvait écouter sa propre musique partout et d'avoir une expérience solitaire au casque. C'est-à-dire on pouvait écouter de la musique partout avant avec des radios portables par exemple et on pouvait écouter de la musique au casque chez soi, mais le Walkman a mis ensemble ces deux univers-là dans une seule et même écoute. Avec le lecteur MP3, on arrivait avec un appareil qui était plus portable, dans lequel on pouvait mettre plus de musique. Et il y a eu aussi un effet aussi d'amélioration des écouteurs. Et donc, on avait une expérience du coup plus personnalisée et individualisée grâce à ces changements. On a vu aussi des nouveaux modes d'accès à l'écoute, puisque avec iTunes, par exemple, la musique, notre collection musicale se trouvait sous forme de banque de données. Et donc, on pouvait l'accéder différemment, faire des playlists plus facilement et aussi naviguer dedans de manière différente que quand on devait naviguer, par exemple, de CD en CD pour trouver des chansons. L'organisation, j'en ai parlé, donc sous forme d'une banque de données. Alors, la première question un peu naïve, c'est tout simplement, est-ce qu'en observant ces changements techniques, est-ce qu'on peut imaginer que ces changements provoquent une modification dans l'écoute de la musique ? Pour la formuler autrement, le lecteur MP3 crée la possibilité d'une expérience musicale, là où dans le quotidien il ne pouvait plus se trouver. Mais alors là, c'est ma question, comment l'éditeur prend en main cette possibilité? Et plutôt qu'une désintégration des circonstances de l'écoute, comment l'auditeur alors recrée un cadre spatio-temporel pour son écoute? Un bref état de l'art parce que je vais surtout me concentrer sur les résultats. Donc je vais aller en gros traits ici sur les recherches sur l'écoute mobile. Il y a eu assez bizarrement peu de recherches sur le sujet comparativement à l'importance que ça a dans l'espace social. Alors on peut les séparer en trois gros points, je vais dire. Il y a d'abord toute une série de recherches, notamment les premières recherches de Zokawa et puis de Thibault, sur la manière dont l'écoute mobile modifiait notre relation à l'environnement sonore, mais aussi notre relation simplement aux autres. Plus récemment, il y a les recherches d'Anthony Pequeux qui ont un peu prolongé ces questions-là. Puis il y a les recherches de Michael Bull qui s'est intéressé d'abord au Walkman et puis à l'iPod, où là, il s'intéressait plutôt, il a essayé de voir comment les personnes définissaient leur usage du Walkman et en quoi on pouvait définir des fonctions d'usage en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il essayait de voir comment les propriétés du baladeur étaient utilisées dans la reconfiguration et la réappropriation de l'expérience quotidienne des personnes. Donc, c'est par exemple comment ils se réappropriaient le temps ou l'espace grâce à la musique qu'ils écoutaient sur leur baladeur. Et puis plus récemment, une recherche assez intéressante de Nick Pryor, mais je pense qu'il était là, il vient de partir, je pense, qui a amené justement un peu de nuance dans cette recherche de Michael Bull, notamment en montrant que les acteurs étaient pluriels, donc il s'inspire beaucoup de Bernard Lahire pour ça, et que du coup, un même auditeur pouvait de temps en temps écouter très attentivement sa musique dans un train et à d'autres moments le mettre en fond sonore, et donc que ces pratiques étaient beaucoup plus nuancées que ce qui pouvait apparaître dans les recherches précédentes. Mais ce qu'on peut retenir de ça, donc, c'est que en quelque sorte, l'auditeur agit sur son environnement, qu'il soit social, sonore, spatial. Mais dans toutes ces recherches, finalement, l'écoute en tant que telle reste assez secondaire. On s'intéresse plutôt à ce que les machines permettent de faire par la musique, mais pas spécialement l'écoute en tant que telle. Donc ma question de recherche est celle-ci. Qu'arrive-t-il à l'écoute lorsque le média et le cadre social de la pratique changent? Donc là, on a des questions plutôt médiologiques.
puisque l'auditeur, selon moi, a a priori une grande prise sur les éléments de son écoute, c'est-à-dire qu'il peut plus la configurer à partir de sa machine. Mais comment saisit-il alors sa liberté nouvelle pour ce qu'on pourrait dire composer une bonne écoute à son sens, au sens de l'auditeur lui-même. Donc mes objectifs de ma thèse ont été de décrire d'abord les pratiques d'écoute mobile afin d'observer comment les auditeurs gèrent, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais comment est-ce qu'ils font avec toutes ces dimensions situationnelles, techniques, sociales, mais aussi individuelles de l'écoute. Et ensuite, j'ai voulu explorer si dans ces pratiques d'écoute, il pouvait exister une pratique d'écoute mobile qu'on pourrait qualifier de créative. Et ça, j'y reviendrai en conclusion. Je vais aussi aller très vite sur mon cadre théorique. Donc moi, je suis dans un cadre plutôt d'usage des technologies inspiré de la sociologie des usages, on va dire première génération, mais aussi de l'héritage de la sociologie des usages aujourd'hui. Je vous renvoie notamment à Vidal et à l'ouvrage de Noël et Granjon qui font un peu un point sur cet héritage. L'approche de l'appropriation aussi, qui vient plus du Québec avec Florence Millerand, Serge Proulx. En France, on pourrait mettre Francis Jory-Guibéry dedans. Donc ça, c'est plutôt mon approche, une approche donc socio-technique, toujours de l'usage des technologies. Et alors, évidemment, l'héritage de Michel de Certeau sur cette idée de créativité de l'usager, puisque dans ma recherche, j'essaie de trouver quels étaient les arts de faire de l'auditeur avec cette technologie. Alors, pour répondre à ma question, je devais trouver une méthode pour être au plus proche des pratiques sans qu'il y ait vraiment une intrusion du chercheur dans la pratique de la personne, puisqu'il me semblait que l'écoute mobile était caractérisée par une expérience personnelle assez forte. Et finalement, avec mon comité de thèse, on est arrivé à une méthode en 2 temps qui est inspirée de Diary Interview, qui est une méthode développée par Zimmerman et Lawrence, qui est au fait basée en partie sur la technique des journaux de bord, avec ensuite un entretien. Donc ma méthode était en 2 temps. Tout d'abord, je donnais à des auditeurs que j'ai recrutés un carnet d'écoute pendant 14 jours. Donc c'était un carnet vierge dans lequel je leur demandais de décrire les situations d'écoute dans lesquelles ils étaient. Et ensuite, ils avaient un champ plus libre que j'ai appelé ici écriture subjective, dans laquelle ils pouvaient au fait écrire un peu ce qu'ils voulaient, ce qui leur passait par la tête à ce moment-là, leurs émotions, mais aussi peut-être une réflexion qu'ils avaient par rapport à leur pratique à ce moment-là. Ce qui a fait qu'avec ce carnet, et comme on voit dans d'autres usages de journaux de bord, il y a une hausse de la focalisation de la personne sur sa propre pratique et donc une hausse aussi de la réflexivité, qui était un peu ce qui était recherché aussi dans ma recherche. En quelque sorte, on peut dire que c'est un genre d'auto-ethnographie, sauf que les personnes qui le font ne sont pas les chercheurs. Donc ils sont ethnographes de leur propre pratique, mais sauf que c'est à ma destination par la suite. Alors, j'avais ensuite un entretien semi-directif avec eux, basé sur le carnet. Donc, je passais en revue les différentes pratiques qu'ils avaient eues. Et en quelque sorte, j'essayais de leur faire revivre pour qu'ils me réexpliquent ce qui s'était passé pendant ces écoutes. L'idée était ici encore d'approfondir ce qu'ils avaient écrit et de pousser la réflexivité un peu plus loin, notamment en comparant différentes pratiques, en essayant de les faire parler, de les faire comparer eux-mêmes leurs pratiques, par exemple. On abordait aussi des thèmes qui étaient absents du carnet. Et pour vous donner une idée, donc j'avais interrogé 14 personnes entre 22 et 59 ans, donc assez large, mais au final, sur les 14, 12 avaient au fait entre 22 et 31. Donc c'est un peu plus homogène que ça, mais comme on est dans le qualitatif, c'est, on va dire, moins important. Alors, ma conception est ce que j'ai appelé l'écologie de l'écoute mobile, c'est-à-dire que j'essaie de concevoir l'écoute en intégrant le cadre dans lequel elle se déroule. Pour moi, quand on observe l'écoute mobile, ça semble évident que si on ne prend pas en compte le cadre dans lequel ça se passe, on passe à côté au fait de ce qui va réellement orienter l'écoute et la manière dont ils vont la vivre. Donc c'est la prise en compte des prises et contraintes de la situation, donc au niveau de l'espace, du temps, du sonore, du social, et aussi des affordances techniques qui sont proposées par la machine. Et donc, comme je vous l'avais dit, l'idée c'est comment se saisissent-ils de ces prises et contraintes et des affordances. Alors, tout d'abord, au niveau des prises et contraintes de la situation, on voit la plupart du temps, il y a quand même cette idée de création d'une bulle, mais l'idée de se mettre à l'écart des autres n'est pas souvent un but en soi, c'est plutôt créer des conditions favorables à un moment personnel. Et donc, on voit apparaître parfois des situations qui deviennent des situations idéales d'écoute, très souvent parce que c'est des situations obligées, par exemple aller travailler en transport en commun, on ne sait pas faire autrement, et des situations où il y a peu d'autres activités possibles à part écouter de la musique.
Et souvent aussi parce que c'est des situations où l'activité cognitive est relativement faible et donc on peut l'investir avec une écoute musicale. Pour vous donner un exemple, par exemple voici Thibaut qui dit, donc il est dans un tram en direction de son boulot. L'avantage de ce train ou ce tram ou ce métro, c'est je suis là. Je suis assis ou je suis debout, mais je fais que ça. Et si cette bulle se crée aussi bien, c'est parce que je n'ai pas la possibilité de me faire un thé ou voilà. Je suis contraint, mais pas contre ma volonté. Je suis content de cette contrainte. Donc je bouffe un maximum de pages, parce lui il lit en même temps qu'il écoute, parce que c'est maintenant, j'en profite. D'ailleurs, quand je reçois trop de SMS à ce moment-là, ça a tendance à m'ennuyer parce que je suis coupé. Je suis tellement dans mon moment qui est presque consacré qu'à ça. Et donc on voit qu'il y a dans ces situations l'investissement d'un lieu où avant il n'y avait pas spécialement d'écoute. On ne pouvait pas écouter dans les transports en commun, je veux dire avant le Walkman, en tout cas la marche, ou alors dans des endroits où la musique était déléguée, comme dans les magasins où on avait de la musique, la Muzak, comme on en parlait ce matin. Et on voit aussi certaines contraintes de l'espace social où là on va essayer de se créer des conditions d'écoute en tenant compte justement de cette situation. Et il y a aussi l'aspect temporel qui rentre en ligne de compte, puisque finalement, comme vous l'avez déjà un peu vu dans le premier exemple, il y a cet aspect rareté finalement, comme c'est des moments en quelque sorte privilégiés, ils deviennent plus rares et du coup on a envie de les rentabiliser, d'écouter le plus possible et dans son cas aussi de lire le plus possible de livres. Et ça crée justement une bulle qui alors là se charge de plaisir et d'un aspect de découverte de musique. Alors au niveau technique, je ne dois pas vous apprendre que les caractéristiques techniques des appareils d'écoute vont jouer un rôle dans la configuration de la pratique, qu'il y a évidemment des questions de design qui vont influencer des manières d'utiliser ces appareils. Par exemple ici un exemple d'Émilie qui a une explication technique pour expliquer la manière dont elle écoute. Donc elle écoute avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les vieilles clés USB d'écoute un peu moches comme ça, c'est bizarre. On ne savait pas très bien naviguer dessus, il y avait un tout petit écran. Et donc elle dit voilà, c'est toujours en aléatoire, mais par contre moi c'est ça qui m'énerve aussi, c'est j'ai genre 400 chansons, mais je les ai mises dessus il y a des mois, et parfois je mets un peu des nouvelles, mais du coup j'ai l'impression que j'en ai 400, mais il y en a peut-être 80 que j'ai envie d'écouter, donc je suis tout le temps en train de mettre next. Et donc du coup, elle écoute en marchant, ce qui fait qu'elle va toujours avoir son appareil en main, donc on voit aussi que la technique va influencer finalement la pratique dans laquelle on est engagé. Un autre ici, c'est Johan qui dit il a la fonction les 25 plus écoutés. Donc vous voyez dans iTunes, il y a une playlist automatique de 25 plus écoutés. Mais ce truc-là, il revient forcément souvent. Donc ça veut dire elle écoute beaucoup. Et comme j'écoute ceux des 25 plus écoutés, c'est toujours les mêmes. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc elle est en quelque sorte forcée par la technique parce que se dit tiens, je vais écouter ça parce que je ne sais pas quoi écouter. Mais comme elle écoute toujours ceux-là, finalement les 25 plus écoutés ce seront toujours les mêmes parce qu'elle les a écoutés 500 fois et les autres pas du tout. À côté de ça, on voit par exemple des exemples de contraintes techniques positives où des contraintes techniques sont réinvesties positivement. Par exemple, Benjamin, il a un petit lecteur MP3 avec 2 espaces de stockage, un interne et une carte SD externe, mais une carte SD qui met du temps à se charger. Du coup, il a organisé dessus sa collection en 2 espaces. Sur la mémoire interne, c'est ce qu'il va aller écouter, c'est ses découvertes du moment, les nouveaux albums, etc. Et sur sa carte SD, c'est ce qu'il appelle ses classiques, qu'il ne va pas écouter souvent, mais de temps en temps, il aime bien y retourner. Donc c'est Led Zeppelin, des Pink Floyd, des choses comme ça. Mais du coup, on va voir que finalement, le plaisir augmente avec cette préparation d'aller chercher un classique, d'attendre qu'il arrive et qu'il puisse enfin l'écouter. Donc voilà ce qu'il dit. Parfois, le fait d'avoir ma différence entre mes 2 espaces de stockage, parce qu'il s'en plaignait un petit peu, mais là, il contredit un peu ce qu'il disait. Je me dis aussi que le fait que mon truc soit en train de charger, ça me donne aussi un côté un peu plus rare au morceau que je vais écouter. Si je veux vraiment viser un morceau, mais qui est sur mon autre truc de stockage, ça va prendre 30 secondes à charger, je vais être là, putain, patienter, tout ça, je vais être là, merde, et puis il faut le temps que je le trouve. Et le moment où je vais le mettre, je vais être là, ah, tu vois, genre ça va être, tu l'as un peu plus mérité comme ça. Et donc on voit finalement, il a tourné ça de manière positive, alors que c'est a priori très ennuyant. Alors ici encore un autre exemple, mais on voit qu'avec aussi l'expérience d'écoute de ces auditeurs, ils vont petit à petit comprendre qu'avec des environnements variés, ils vont pouvoir apprécier les endroits qui vont qualifier d'endroits où c'est possible d'écouter ou moins possible d'écouter. Et donc il y a une certaine capacité finalement à configurer leur pratique en fonction de ces environnements et en fonction de la technique. Par exemple, ici, on voit Grégory, qui est un auditeur qui rentre en train après une soirée avec des amis. Il n'y a pas grand monde dans le train.
mais lui, ce qu'il déteste, c'est il déteste écouter sa musique et savoir que les autres entendent que ça filtre tout ça, parce qu'alors, du coup, il est gêné et il est moins dans son écoute. Du coup, il va aller s'isoler dans un espace entre deux wagons pour pouvoir écouter à fond. Et pendant qu'il écoute, pendant 20 minutes dans le train, il va aussi préparer sa marche, il va marcher après 45 minutes pour rentrer jusque chez lui. Et on voit qu'ici, il configure à la fois son espace social et il va aussi configurer sa pratique d'après. Et on va voir, ça fait écho à des choses que j'ai déjà dites aussi. Donc là, il n'y a que la musique. Donc voilà, de toute façon, je peux faire que ça. Pour une fois, c'est simple, je ne dois faire que ça. Parce qu'il est assez dans la rentabilité aussi, il aime bien les BD, les jeux vidéo, les films, etc. Donc pour une fois, il est obligé de faire écouter de la musique. Donc à ce moment-là, je ne pense à rien d'autre, juste à la musique. Donc là, il navigue dans sa collection, il a tellement des bons, et surtout, je cherche aussi le parfait morceau pour un promenade d'après. Du coup, il faut que j'en passe un maximum et dire « Ok, c'est celui-là qu'il me faut quand je vais commencer à marcher ». C'est tellement précieux comme moment, ça arrive une fois tous les 3 mois, qu'il ne faut pas que ce soit gâché par un morceau de merde. C'est tellement rare d'avoir rien à faire, parce que ce n'est pas marcher en rentrant du boulot, ce n'est pas marcher en allant au boulot, c'est marcher à une heure où, à part marcher et écouter de la musique, je ne peux rien faire. Et ça, c'est trop précieux, il ne faudrait surtout pas me ramener en voiture, parce qu'il y a des gens qui lui ont proposé de le ramener en voiture chez eux. Donc là, c'est vraiment le moment privilégié, au moment où je vais commencer à marcher, parce que c'est encore meilleur que le train, parce que du coup, je marche et c'est plus gai. Donc là, me faut vraiment le morceau parfait, quelque chose qui me prenne vraiment aux tripes. Donc là, on voit bien tout cet aspect entre, quelque part, rentabilité, rareté, mais aussi configuration, finalement, de son écoute. Donc, j'arrive tout doucement vers la fin. Ce que je propose ici, moi j'étais pas mal intéressé par les travaux d'Aignon et par la suite aussi de Sophie Maisonneuve. L'idée que l'écoute est un événement et un processus incertain. J'ai l'impression que dans ce que j'ai présenté, il y a un peu cette idée-là et qu'il y a cette idée de performance de l'écoute où les auditeurs configurent en quelque sorte leur écoute. Mais je proposerais plutôt moi de voir l'écoute comme un produit, c'est-à-dire comme un résultat de l'usage dans un environnement instable. Et selon moi, cette instabilité est justement inhérente à la mobilité. Quand on est dans une pratique immobile, par exemple chez soi, dans un salon ou une chambre, on est évidemment beaucoup moins sujet à être perturbé par l'environnement qui serait changeant ou des gens qui passeraient et feraient des trucs bizarres, par exemple. Et donc, je considère que l'écoute est une espèce d'art de se mettre en condition et de créer un cadre à partir des affordances techniques et des prises et contraintes de la situation. En quelque sorte, donc selon moi, si je devais le schématiser, l'écoute serait quelque part le point d'arrivée d'un auditeur situé dans un environnement défini par une série de dimensions spatiales, temporelles, les personnes qui sont là, la technique, etc. Donc ça, je pense vous avoir bien expliqué que l'environnement d'écoute va créer ses prises et contraintes et que l'écoute mobile est un résultat incertain donc de son écologie. Et qu'il y a en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un art de l'écoute, on ne fait pas ça n'importe comment, et qu'il y a des manières différentes de faire chez les auditeurs. Et pour revenir donc à ma question du départ, donc de Certeau, selon lui, tous les usagers font preuve de créativité dans leur pratique. Moi, j'ajouterais à différents niveaux, et c'est un peu là ma question pour le moment, parce qu'on peut voir que certains experts, entre guillemets, on en a parlé hier, des experts, on voit qu'ils sont plus enclins à programmer leur écoute, notamment dans les types d'écoute où ils essayent d'adapter la musique au paysage. Un exemple ici, qui se passe à Paris d'ailleurs, donc il dit « J'ai un petit logiciel interne, je sais à peu près ce qu'il y a là-dedans, donc son iPhone, et puis en arrivant au Palais Royal, un endroit splendidissime, j'ai une espèce d'intuition qui est Daniel Mille. Ça, c'est vraiment une belle musique pour ici. Il suffit de taper D, Daniel Mille, plouf, je lance, et effectivement, c'est bon. Et donc, on voit dans ces trucs que, par exemple, voilà, trouver le morceau adéquat pour un lieu, pour un moment, relève selon moi d'un certain acte de création, voire d'invention, c'est à discuter. Maintenant, si on prend d'autres exemples, par exemple la composition d'une écoute justement en fonction des contraintes de la situation et de la technique, est-ce que c'est de la créativité? L'agencement de morceaux sur la forme d'une playlist qu'on aurait fait moi-même, est-ce que c'est créatif également? Question. Et enfin, l'écoute d'une collection en aléatoire, mais y percevoir dedans des liens dans les enchaînements des morceaux, est-ce que cette perception de lien, est-ce qu'elle est créative? Autre question. Donc en conclusion, je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à cette créativité. Déjà, je parlerai de pratiques créatives, évidemment, pas d'usagers créatifs. Et je rejoins justement Nick Pryor dans cette idée que les auditeurs sont pluriels. Et j'aime bien terminer mes communications par une proposition à déconstruire en 3 niveaux. Je dirais on pourrait essayer de proposer cette créativité en 3 niveaux. L'appropriation,
au sens d'avoir sa propre pratique d'écoute. Est-ce qu'on mettrait là-dedans justement la prise en compte des affordances et des contraintes, un niveau de création qui serait supérieur, où là on construit une expérience d'écoute augmentée, entre guillemets, un peu comme ce que j'essaie de montrer juste avant. Et la dernière question, l'invention, ce serait le niveau encore supérieur, qui serait normalement pour des technologies un détournement important d'une technologie. Est-ce que c'est possible dans une pratique d'écoute? A priori, pour le moment, j'ai du mal à l'entrevoir, mais je laisse la place à la discussion pour ça. Voilà, merci.